Bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier important qui s'intéresse à la balance commerciale. Et c'est pour ça qu'on l'a intitulé Améliorer la balance commerciale par l'atteinte des cibles climatiques. C'est un atelier fascinant parce qu'il amène dans le même panel deux personnes que vous connaissez, deux personnes qui sont des véritables experts de notre monde énergétique. Et donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous les présenter. Sachez que cet atelier-là s'intéresse vraiment littéralement à ce qu'on parle dans le titre de notre colloque. Et donc, quand on dit qu'on veut faire une relance économique verte par l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, on parle aussi, et vous l'avez vu dans la vision, souvent de balance commerciale. Et donc, c'est un sujet qui est intéressant, c'est un sujet auquel il faut dont on doit parler de plus en plus souvent, l'impact qu'aurait cette production locale sur cette balance-là. Mais sans plus attendre, parce que vous n'êtes certainement pas venus pour m'entendre, laissez-moi vous dire deux choses très rapidement. Quand vous rentrez sur les tables, fermez vos micros. Parce qu'en réseautage, ça fait une petite cacophonie quand les tables ouvrent. C'est fermez vos micros, puis ensuite ouvrez-les quand vous êtes prêts à parler. Rappelez-vous qu'on est là aussi pour réseauter, donc entre les séances, je vous invite à le faire. Et donc, c'était mes petits rappels d'usage, mais je vous rassure, on passe immédiatement au sujet qui nous intéresse. Monsieur Pierre-Olivier Pinault est professeur titulaire au département des sciences de la décision et titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie HEC Montréal. Monsieur Philippe Donsky est président de Donsky Expertise en énergie. Ces deux personnes vont venir vous présenter donc leur présentation. Vous allez voir, on va parler de balance commerciale et ensuite on prendra quelques questions. Et donc, je vais juste m'assurer, parce qu'on est en contexte virtuel, on veut juste être sûr que tout est correct. Monsieur Pinault, si vous êtes prêt à commencer, n'hésitez pas à me faire un signe, sinon on part. Parfait, on part. Alors à vous, Monsieur Pinault. Merci Gabriel, merci de l'invitation. Je suis très heureux de venir vous parler des impacts économiques dans le contexte de l'état de l'énergie au Québec 2021, évidemment avec une emphase sur la balance commerciale. Je vais vous parler pendant 8 minutes. Si le timer commençait, ça m'aiderait à me calibrer pour ma présentation. Parce que là, je le vois rester voilà, il est débuté. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais essentiellement faire des commentaires par rapport à la balance commerciale et aux impacts économiques tirés de l'état de l'énergie au Québec que vous pouvez télécharger sur le site de la chaire de gestion énergie.hec.ca. Je vous invite à le faire. Je vais vous présenter différentes diapositives qui vont... je vais passer un peu rapidement sur certaines, mais je vais surtout... souligner quelques points dans ces diapositives. Le premier point que je veux partager avec vous, c'est que l'économie du Québec depuis 20 ans est en croissance. Comme vous le voyez, le PIB augmente, la population augmente aussi et la consommation d'énergie, elle a réussi à descendre ces dernières années, mais elle a repris une trajectoire à la hausse. Donc, il faut faire attention à notre consommation énergétique, c'est très important. D'un point de vue global du système énergétique et d'un point de vue de l'impact économique, on le voit, le pétrole est le premier pilier de notre système énergétique. On voit ce qui ressort là de l'image de l'état de l'énergie au Québec, c'est les deux principaux piliers, c'est l'hydroélectricité et le pétrole. Le pétrole est un peu plus important et c'est évidemment beaucoup d'argent. On va revenir là-dessus, sur la quantité de monétaire qui est impliquée dans ce pétrole-là, mais dans la transition énergétique, on veut en faire sortir de ce pétrole-là et ça va nous rapporter de l'argent. Vous voyez aussi que il y a des pertes énergétiques. Vous voyez sur la droite de cette diapositive, beaucoup de pertes énergétiques qui sont essentiellement liées à la transformation du pétrole en mobilité. Avec l'électrification des transports, on va avoir des gains techniques très importants dans des véhicules qui seront plus efficaces parce que intrinsèquement, un véhicule électrique est plus efficace, ce qui va nous permettre en fait de ne pas avoir à remplacer 1 litre de pétrole par l'équivalent en électricité. On aura besoin de plus d'électricité, mais moins d'électricité que ce qu'on enlève de pétrole. Encore une fois, ça va être un gain pour l'économie et une très bonne chose.
le système électrique devra évoluer. Et là, ce que je vous présente, c'est la charge horaire du Québec pour différentes périodes de temps. Donc, vous avez les 24 heures de la journée, mais la demande, la charge horaire l'été en vert en bas, très faible, autour de 15 000 mégawatts d'appel de puissance tout au long d'une journée, contrairement aux journées les plus froides de l'hiver où on monte jusqu'à 36 000 mégawatts d'appel de puissance. Ça, c'est un système pour répondre à ce genre de demande-là. Ça nous coûte très cher en infrastructure de production, de transmission, de distribution. Si on veut gagner en flexibilité pour exporter, il va falloir travailler très fort sur justement la gestion de la demande, la gestion de la pointe, pour gagner de l'agilité dans nos réseaux. Parce que ça nous coûte cher et comme on veut gagner de l'agilité pour pouvoir accommoder des nouveaux usages, accommoder des différentes exportations, il y a aussi un travail interne à faire chez nous pour mieux gérer cette pointe-là. Évidemment, en termes de gaz à effet de serre et de transition énergétique, on parle beaucoup du transport. Vous savez, je le répète assez souvent, que les VUS, moi-même et beaucoup le disons souvent, les VUS, les camions légers sont en explosion. Si on pense que ça nous coûte, ça a un gros impact sur les routes, regardez l'impact financier. Parce que en termes des dépenses que les Québécois font pour les véhicules, vous avez l'achat de véhicules neufs année après année. Pour les camions, ça a littéralement explosé ces 10 dernières années, ce qui fait que le nombre de VUS augmente. Certes, c'est préoccupant, mais le plus préoccupant, c'est vraiment les flux financiers qui sortent du Québec, parce qu'aucun de ces camions-là n'est produit au Québec. Et là, vous voyez 14 milliards de dollars en haut, dans le coin en haut à droite. C'est 14 milliards de dollars qui sortent, qui ne participent que très, très marginalement à l'économie du Québec et je dirais même qu'ils sont une contribution négative parce que c'est investir dans la congestion. C'est vrai, essentiellement de la congestion dans laquelle on investit avec ces véhicules-là. Évidemment, ça se traduit par une demande de produits pétroliers qui est en croissance ces dernières années. Là, vous voyez les ventes d'essence en croissance, les ventes de diesel en croissance. C'est environ, au total, les produits pétroliers, 20 milliards de litres qui sont vendus annuellement. La moitié, un peu plus que la moitié, 15 milliards de litres, ce sont l'essence et le diesel. Et donc, vous avez énormément de flux financiers, encore une fois, qui sont liés directement à l'essence et au diesel, qui ne contribuent pas à la richesse du Québec. Globalement, les dépenses des ménages, ça représente 50 milliards de dollars pour en ce qui concerne l'énergie, les dépenses directes et indirectes. Donc, il y a les dépenses directes, c'est pour les ménages, c'est essentiellement comme je disais, les carburants, 6 milliards de dollars et l'électricité, 5,4 milliards de dollars. Évidemment, indirectement pour nos transports, tout ce qui est véhicules, c'est 33 milliards de dollars pour l'ensemble du transport privé. Et l'achat de véhicules, comme je l'ai mentionné, c'est énormément d'argent. C'est presque 15 milliards de dollars pour l'achat de nouveaux véhicules. Évidemment, ça, c'est de l'argent qui... une partie reste chez le concessionnaire, mais l'essentiel, c'est les véhicules qu'on achète qui viennent de l'étranger. Et quand on regarde l'essence et les carburants, c'est presque 100% à l'étranger. Donc, même s'il y a du raffinage qui se fait au Québec. Le secteur de l'énergie, 13% de l'économie du Québec. Globalement, ça reste stable. C'est pas sur la part du PIB que représente l'énergie que je veux terminer et surtout commenter un petit peu, mais c'est dans la balance commerciale qu'il faut jeter le regard parce qu'on a une balance commerciale négative au Québec. Donc, si on regarde 2019, une balance commerciale, c'est le 11,9 milliards de dollars dans le négatif ici. L'essentiel de cette balance commerciale qui est négative, c'est le secteur de l'énergie. On voit 8 milliards de dollars de ce 12 milliards de dollars, il y en a 8,4, c'est le secteur de l'énergie. Les exportations d'électricité, c'est positif, c'est 1 milliard de dollars de balance commerciale positive, mais évidemment, c'est la balance commerciale négative, c'est dans le pétrole et le gaz naturel, mais surtout le pétrole et dans la fabrication. Donc là, vous voyez ce qui sort, le bilan négatif de nos importations de pétrole. Une balance commerciale négative n'est pas problématique en soi, parce que ce qui est bon, c'est d'échanger. Par contre, ce qui est problématique en soi, c'est de se dire qu'est-ce que ça apporte à l'économie du Québec d'importer ce pétrole-là.
eh bien, on le sait, ça apporte des gaz à effet de serre, ça apporte de la congestion. Et si on peut faire de la substitution pour des énergies renouvelables, ça apporte en fait un gain environnemental, mais un gain économique parce qu'on va avoir des énergies locales et qui vont contribuer à l'économie du Québec pour en fait améliorer la productivité du Québec. Si on améliorait la productivité du Québec avec les produits pétroliers, ça serait bien, mais aujourd'hui, on encourage au contraire un secteur du transport qui est largement inefficace. Je veux simplement terminer en vous remerciant ici de cette écoute-là et laisser la place aux questions parce que je suis confiant qu'il y en ait des questions fort intéressantes et je vais laisser la place donc à Philippe pour la suite, mais je pense que Gabriel va dire un petit mot auparavant. Un petit moment 2021, je l'étais moi-même mis sur Sourdine. Merci beaucoup, M. Pinault. Très belle présentation, très intéressant. Un constat chiffré, un constat qui représente une véritable opportunité, on le voit. Et maintenant, on va passer, parce que je sens que vous allez avoir des questions, on va poser des questions à la fin. Mais maintenant, on va passer vraiment à M. Donsky qui complémente ce tableau-là, parce que vous savez, M. Donsky, d'une part, a émis à travers sa firme Donsky Expertise en énergie, plusieurs constats dans plusieurs endroits. Comme vous savez, nous, au niveau de la vision de l'ACPER, ce qu'on appelle la feuille de route 2030, on a utilisé un modèle technico-économique qui a servi de base à un rapport qui s'appelle Trajectoire et qui modélise comment on peut atteindre des cibles climatiques et de quelle façon le faire. Mais quand on fait cet exercice-là, c'est ce qui est très intéressant du côté de la firme Donsky et que représente M. Donsky aujourd'hui, c'est qu'on est capable aussi de projeter certaines données économiques. Et rappelons-nous que c'est un modèle. Rappelons-nous que c'est une façon d'aller vers, d'imaginer un peu notre avenir, mais c'est un exercice qui est très intéressant. Alors sur ce, M. Donsky, puisqu'on est en virtuel, juste m'assurer par un pouce levé que vous vous sentez prêt à commencer. Oui. Parfait. Vous avez votre minutage. Je vous laisse donc la parole. M. Philippe Donsky, président de Donsky Expertise en énergie. Merci, Gabriel. Et Gabriel, juste vérifier, est-ce que c'est beau comme ça ou je dois piner? Est-ce que je dois me piner ou tout est beau? Moi, c'est de mon côté, Philippe. C'est beau. OK, excellent. En passant, je ne vois pas le timer changer. Fait que merci pour les secondes gratuites. Mais voilà. Merci de m'avoir invité pour ce colloque. J'étais très heureux d'être là il y a un an, juste avant le COVID, contexte un peu différent et très heureux d'être de retour. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas ma firme, on est une équipe basée à Montréal avec des bureaux à Toronto et à Vancouver. Excuse-moi, j'essaie de... Et voilà, OK. Donc, ça fait 17 ans qu'on existe comme firme. On est une équipe d'une quarantaine de professionnels et avec une mission très simple, c'est d'accélérer la transition énergétique de façon efficace, de façon responsable. On travaille dans les 3 grands secteurs de la transition énergétique, c'est-à-dire les bâtiments, donc beaucoup efficace énergétique, les énergies renouvelables et la mobilité durable. Voilà, en gros, je présenterai pas plus. J'essaie juste de m'assurer. OK. Et on travaille surtout pour des gouvernements et les entreprises d'énergie un peu à travers l'Amérique du Nord. Donc, voilà pour la firme. Vous avez vu ce graphique-là plein de fois. Je ne vais pas le décrire à nouveau ou aller trop dans le détail, mais fondamentalement, on a au Québec un immense défi. Le défi étant d'atteindre nos engagements et nos cibles en matière de réduction de GES. On le voit ici, ce n'est pas un petit défi que de changer le cours de l'histoire en termes d'augmentation de GES et d'intensité de GES dans l'économie québécoise. Mais c'est un engagement qu'on a pris. Chez nous, on a réalisé une étude il y a maintenant presque, je vais dire, 1 an et demi. Et soit dit en passant, on est en train de le mettre à jour. Mais cette étude-là, c'est intéressant pour nous parce qu'on fait à peu près une centaine de projets à chaque année. Et de nos projets, il n'y en a pas un qui attire autant d'attention au Québec que cette étude-ci, Trajectoire de réduction d'émissions.
Et pour une bonne raison, je pense, parce que l'étude a modélisé comment on serait capable au Québec d'atteindre cette cible extrêmement ambitieuse, avec quelles mesures, avec quelle technologie, quelle réduction des demandes, et ainsi de suite, et le faire au plus bas coût. Donc, comme je viens de mentionner, on est en train d'en faire une mise à jour. Pour ça, je n'irai pas dans tous les détails de l'étude. De toute façon, je l'ai déjà présenté l'an dernier. Mais je vais commencer en disant une chose, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que bien que la cible soit très ambitieuse, selon la modélisation qu'on a faite, la cible 2030 est atteignable. Pas facilement. Ça représente un énorme défi. Gabriel l'a bien dit dans sa présentation, on parle d'investissement majeur, on parle d'un, je ne vais pas dire détournement, mais un shift dans l'utilisation des capitaux, une augmentation massive de l'injection des capitaux dans l'économie énergétique du Québec pour le transformer dans une certaine mesure. Donc, comment on transforme notre économie énergétique pour atteindre les cibles 2030? Je vais vous montrer à très, très, très haut niveau le chemin ou un des chemins, le chemin le plus, je pense, le plus réaliste qu'on a modélisé. Et je vais résumer ici littéralement des centaines de milliers de données individuelles dans le modèle et donc des centaines de milliers de choix individuels d'investissement spécifiques qu'il va falloir faire au cours des prochaines années pour y arriver. Et je résume essentiellement ça en 3 grands blocs. Tout d'abord, et Gabriel l'a bien dit, il va falloir qu'on augmente significativement l'efficacité énergétique ou l'efficacité avec laquelle on consomme l'énergie au Québec et faire en sorte qu'on stabilise la consommation totale d'énergie, même si notre économie continue à croître, nos mises en chantier augmentent, notre population augmente, l'activité industrielle continue à augmenter. Donc, tout ça continue à augmenter et malgré ça, la consommation totale d'énergie, on doit la stabiliser si on est pour avoir une chance d'arriver à atteindre nos cibles. Ça, c'est la première chose. Mais une fois cela dit, stabiliser la consommation totale d'énergie, ce n'est pas pour rien, c'est pour rendre plus facile la prochaine marche, qui est la substitution des sources d'énergie. Et cette substitution-là, essentiellement des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables, c'est essentiel. Il faut le faire pour le chauffage des bâtiments, il faut le faire pour le transport, il faut le faire pour l'activité industrielle. Et pour y arriver, eh bien, il va falloir aussi produire plus d'énergie renouvelable, d'où votre rôle absolument essentiel dans cette transformation historique de l'économie québécoise. Production plus élevée, autant vous le voyez dans le graphique, d'électricité renouvelable dans le réseau et de bioénergie de toutes sortes, comme Gabriel l'a bien mentionné dans sa présentation. Donc, ça, c'est un peu le chemin nécessaire si on est pour atteindre nos cibles. Et comme le disait très bien Pierre-Olivier, quand on pense à cette transformation-là, fondamentalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire un shift majeur de l'importation de combustibles fossiles et donc de la sortie de nos capitaux à l'extérieur du Québec vers la production chez nous, principalement, d'énergie renouvelable. Alors, on parle principalement d'un renversement du flux de capitaux de façon importante. Et ici, je vais vous montrer les résultats de la même modélisation. Donc, si on fait ce que je viens de décrire en somme, si on réalise cette grande transformation de notre système énergétique, je m'excuse, je viens de me rendre compte. Je cliquais sur de mauvaises choses. OK, voilà. Voici l'impact auquel on peut s'attendre sur la balance commerciale du Québec. On voit aujourd'hui, Pierre-Olivier l'a bien dit, on exporte, ici c'est en pétajoules, mais on peut y penser en termes de dollars aussi. On perd 8 milliards de dollars annuellement aujourd'hui parce que nos importations d'énergie excèdent de loin nos exportations. Et ça, c'est principalement encore là l'importation de produits pétroliers
et dans une moindre mesure de gaz naturel conventionnel. Si on atteint nos cibles, on peut, d'ici 2030, commencer à renverser cet équilibre et donc améliorer de l'ordre de 2 milliards par année la balance commerciale du Québec. Donc, c'est 2 milliards de dollars par année qui, au lieu de sortir du Québec, restent au Québec et on fait quoi avec? Est injecté, au fond, dans vos projets de production d'énergie renouvelable, que ce soit électrique, que ce soit gazier avec le GNR, que ce soit l'hydrogène. C'est 2 milliards de plus. On investit chez nous dans vos projets plutôt que exporter. À terme, d'ici 2050, on voit la possibilité de renverser complètement notre déficit commercial et arriver à un surplus en gagnant plus de 5 milliards de dollars par année dans l'économie québécoise. En gros, c'est ça. J'ai dépassé mon temps de quelques secondes et donc je vais sauter ça et simplement vous dire merci beaucoup en espérant que j'ai laissé assez de temps pour des questions. Merci. Merci, Philippe. J'espère que vous m'entendez bien tous les deux. On passe à une petite période de peut-être 8 minutes de questions dans laquelle on va pouvoir échanger parce que je pense que vous avez dit beaucoup de choses importantes. Puis, je pense que ce qui est important dans l'immédiat, c'est de vous entendre vraiment là, tous les deux sur ce sujet-là parce que d'une part, Pierre-Olivier a établi, M. Pinault a établi un constat qui est actuel, qui est chiffré. Et puis, de votre côté, M. Donsky, vous avez établi un peu une vision de ce à quoi on pourrait espérer. Donc, ce qu'on pourrait espérer si on suivait finalement une démarche cohérente d'efficacité énergétique, de bourse carbone et puis ensuite de production d'énergie renouvelable, qu'on le pousse de front les trois ensemble. Puis, je trouve que c'est très intéressant tout ça. Donc, laissez-moi poser une première question, puis je vais vous laisser répondre rapidement. Parce que quand M. Pinault énonce, il dit l'énergie, c'est 13% de notre économie. Et à ce 13%-là est associé finalement une balance commerciale qui est, on va dire, négative. En fait, qu'ensemble, ce secteur-là, qui représente une bonne part de notre économie, génère une balance commerciale qui, elle, est négative. Alors, moi, quand je vous entends là, tous les deux, ce que j'entends, c'est que c'est pas juste une question de diminuer nos importations de combustibles fossiles. Votre propos parle aussi de, littéralement, de nos exportations d'énergie renouvelable, de notre production, de la façon dont on achète, des technologies d'efficacité énergétique qu'on achète. Donc, vous avez un propos qui est assez holistique en ce moment. Est-ce que vous pouvez le découper un peu pour les gens qui nous écoutent? Pierre-Olivier, veux-tu aller? D'accord. C'est certain que le focus doit être sur la réduction de la consommation de produits pétroliers. C'est ça le plus gros défi. Et on a la chance chez nos voisins d'avoir des secteurs électriques qui sont largement à décarboniser, alors que le nôtre n'est pas à décarboniser. Et que le Québec a par ailleurs un avantage concurrentiel très important pour justement pouvoir satisfaire des besoins énergétiques de nos voisins. Donc c'est là où je vois qu'il y a du travail à faire chez nous, puis il y a toute une filière à développer chez nous pour justement se sortir du pétrole, rendre notre système de consommation plus agile et évidemment électrifier en grande partie ce qui n'est pas électrifié et aller chez nos voisins. Donc on a des avantages concurrentiels. Ces avantages concurrentiels, ce n'est pas exactement de ça dont on traitait ce matin, mais j'y crois dans les avantages concurrentiels du Québec. On a certainement un rôle à jouer, non seulement chez nous, mais chez nos voisins. Et ça, c'est de très bon augure pour les producteurs d'énergie renouvelable. Oui. Si je peux ajouter une chose, Pierre-Olivier a montré un graphique au tout début que j'adore. C'est un Sankey, vous voyez toutes sortes de flèches à gauche, à droite qui se traversent, etc., qui se croisent. Fondamentalement, ce graphique-là nous dit quoi? Nous dit que en termes d'électricité, le Québec est presque 100% renouvelable, ça on le sait déjà, mais en termes du système global d'énergie au Québec, on consomme encore plus d'énergie fossile que de renouvelable. Moi, je pense qu'on peut imaginer un scénario où assez rapidement, cette dominance s'inverse. Et le Québec devient une des premières régions au monde
où, pas juste au niveau de l'électricité, mais au niveau de l'énergie totale, on a une majorité de notre énergie qui vient de sources renouvelables et que les combustibles fossiles, finalement, deviennent minoritaires dans le système énergétique. Ça, ce serait un beau défi, je dirais, et une énorme victoire pour l'économie du Québec. Et ça, M. Donsky, c'est ce que vous présentez, parce que vous avez présenté une image qui, elle aussi, moi, m'a beaucoup plu, qui est en premier, on stabilise et ensuite on substitue. 1, 2, et là, vous êtes vraiment en train de parler de l'étape 2. C'est ça, exactement. Exactement. Ce qui veut dire que fondamentalement, toute la production que vos membres font d'énergie renouvelable, ça sert à quoi? C'est pas simplement pour répondre à une demande croissante des mêmes usages. Non, c'est vraiment pour injecter de l'énergie renouvelable pour les moteurs, pour la mobilité, pour le chauffage des bâtiments. Ça devient un autre défi et une transformation importante du système énergétique. Oh oui, ça, je pense que ça, en tout cas, c'est très clair, hein, la façon dont vous le présentez, là, je tiens à le dire. Puis la partie qui est particulièrement fascinante, c'était un peu la question que j'essaie de poser, c'est que moi, ce qui m'a frappé dans le discours de Pierre-Olivier Pinault, de M. Pinault, c'est aussi de dire, et c'est pas seulement la substitution énergétique, c'est les technologies que tu achètes, c'est le camion que tu achètes qui te donne une balance commerciale. T'sais, dans mon calcul, moi, je te calcule tes dépenses du ménage, là, puis je te montre ta balance commerciale québécoise en énergie. Là, je mets beaucoup de choses. Il y a d'autres choses. Et ça, c'est un peu la nature de ma question, M. Pinault. Est-ce que c'est possible de le disséquer? Parce que d'une part, on m'a dit qu'il y a beaucoup de dépenses de ménage, mais d'autre part, on a traité vraiment la balance commerciale. Et dans cette balance commerciale-là, est-ce que vous exprimiez en termes de substitution ou vous étiez en train d'inclure d'autres éléments de la chaîne de valeur comme l'équipement qui est utilisé, etc.? D'ailleurs, ce qu'on a présenté dans la balance commerciale, il y a c'est ce que le chiffre là de la part de l'énergie, les importations de pétrole et de produits pétroliers, c'est vraiment le 8 milliards d'importations. Donc ça, c'est directement l'énergie en tant que telle, pas le reste des produits manufacturiers. Évidemment, on importe aussi des véhicules et on pourrait avoir on va continuer probablement d'importer des véhicules électriques parce qu'on parle pas en électrifiant de produire tant de véhicules électriques que ça au Québec. Des camions, oui, chez Lyon. Peut-être quelques motoneiges électriques dans quelques temps. Mais pour l'instant, on pense encore importer. Donc, c'est vraiment 8-9 milliards de carburant qui va pouvoir être transféré vers de l'énergie. Ce ne sera pas une substitution 1 pour 1 parce que comme on est beaucoup plus efficace avec les moteurs électriques, on ne va pas avoir autant d'électricité qui sera nécessaire à celle à l'essence qu'on va enlever, mais on aura néanmoins besoin de plus d'électricité. Et si on est très intelligent, on va aussi changer notre approche à la mobilité. Donc, on aura moins besoin de véhicules électriques. Et donc, je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans les véhicules électriques, mais je tiens aussi à rappeler qu'il faut aller penser au-delà du véhicule. Il faut penser à la mobilité dans son ensemble si on veut vraiment réussir cette transition énergétique. C'est un commentaire très intéressant, M. Pinault. Puis, ça éclaire un sujet suivant, c'est-à-dire qu'on présente des tableaux. Et là, on parle que de la substitution. Et après ça, quand je vous en parle, je me dis, OK, mais il y a d'autres effets en plus. C'est-à-dire, et c'est là où je pense que ce que vous entendez aujourd'hui, c'est que c'est un discours qui est centré sur une substitution. Et c'est le discours principal de l'ACTAN. Et c'est normal qu'on le tienne ici, mais rappelons-nous, pour les gens qui s'intéressent plus aux technologies vertes qui seraient produites ici, pour les gens qui produisent d'autres éléments et nos exportations, parce que M. Pinault en parlait très bien, qu'il y a d'autres éléments qui sont de nature à améliorer la balance commerciale dans notre propos, qui sont intrinsèques à notre propos. J'ai une dernière question pour vous, messieurs, avant qu'on arrête tout ça. Il nous reste peut-être 1 minute et demie pour prendre le temps d'y répondre. Alors, la question, elle nous vient du public. Quels sont les outils qui nous permettront d'opérer le changement, d'après vous? On peut commencer par celui qui a envie de commencer. Je peux commencer. Écoute, la première chose à garder à l'esprit, c'est que l'ampleur du changement dont on parle fait en sorte qu'on peut malheureusement pas faire des priorités. Dans le sens où on doit tout mettre en œuvre. On doit utiliser toute la boîte à outils qu'on a à notre disposition. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, dans les transports,
On a présentement une loi VZ2, une loi qui exige qu'une certaine part des véhicules légers vendus au Québec soient électrifiés ou soient électriques, c'est-à-dire. Ça, c'est un outil extraordinaire qu'on doit mettre à jour assez rapidement pour, d'une part, augmenter la cadence et, d'autre part, l'étendre à plus que juste les véhicules légers, aller dans le camion de marchandises également. Ça, c'est un outil. Un autre outil, c'est côté bâtiment. Il va falloir qu'on regarde, premièrement, à bien comptabiliser la performance en GES de nos bâtiments à travers le Québec et ensuite à divulguer cette information-là et éventuellement, puis je dis éventuellement, mais assez rapidement, avoir des limites, puis imposer une performance en GES à nos bâtiments qui va devoir aller en s'améliorant dans le temps. Donc ça, c'est juste 2 exemples d'outils, mais il y en a tellement, tellement d'autres. On comprend bien, M. Donsky, qu'on parle d'un portefeuille de solutions, ce qui est un langage, vous savez, qui est imbriqué à la vision où on dit qu'il faut déployer l'ensemble de nos filières, démarrer et ensuite réévaluer. Donc, je me comprends très, très bien, c'est-à-dire qu'on n'aura pas, je pense pas que, on se l'est dit longtemps, une modélisation sur modélisation. Il faut se donner une chance, il faut démarrer et ensuite, il faut aussi se donner la chance de réévaluer, mais il va falloir pousser sur beaucoup de solutions en même temps. On l'a dit au début de la feuille de route, la bourse carbone est importante, excusez-moi, le prix carbone est important, l'efficacité énergétique est importante, la hausse de production d'énergie renouvelable est importante. Je pense que vous venez de le redire, mais au niveau d'en dessous, c'est-à-dire que ça se répercute sur toute la chaîne et votre commentaire est très pertinent là-dessus. Monsieur Pinault, peut-être à 30 secondes pour finir. Oui, je pense que tu l'as dit, Gabriel, la bourse du carbone est importante. Pourquoi? Parce que ça envoie un signal de prix. Et si on veut réussir la transition énergétique, on ne pourra pas se passer de ce signal de prix. Et je serais, moi, un peu plus clair, pas clair, mais un peu plus précis. Je pense qu'on a des outils prioritaires. On ne pourra pas se passer de l'éco-fiscalité. Aujourd'hui, le gouvernement a tendance à dire que non, on la met de côté, on veut être gentil avec les consommateurs, on veut être gentil. Malheureusement, la transition énergétique, c'est pas qu'on veut être méchant, mais il va falloir à un moment donné dire les choses franchement aux gens et leur dire ça va, l'énergie va coûter plus cher, débrouillez-vous pour en utiliser moins pour éviter de payer. Et avec l'éco-fiscalité, on a un outil puissant pour ça. L'aménagement du territoire, on ne pourra plus niaiser comme on a fait ces 20 dernières années et donner des dérogations pour occuper le territoire, disons-le franchement, n'importe comment. Il va falloir être beaucoup plus précis dans notre aménagement du territoire. Donc, il faudra faire attention à la multiplication des outils. Si on a des lois VDE, des crédits carbone pour ceci, des crédits d'efficacité énergétique et qu'on rajoute 1 milliard de différents systèmes administratifs, on va s'y perdre. Oui. Alors qu'il faut faire attention de garder ça le plus simple possible. Mais le principe, directeur, c'est aménagement du territoire et éco-fiscalité. Bien, merci beaucoup à vous deux. Je pense qu'on a brossé un tableau qui est large, un tableau qui recoupe beaucoup ce que nous, on dit à l'association, mais qui nous amène ailleurs aussi grâce à vous. Je pense que vos lumières, autant à la chaire d'HEC, la chaire de gestion de l'énergie d'HEC, que du côté de la firme de M. Donsky, sont extrêmement appréciées. Les rapports trajectoires, le rapport État de l'énergie, ce sont des références. On est très content de les lire, on les retweet, on les LinkedIn, on fait tout avec et on va continuer. Et merci beaucoup pour le temps que vous avez pris avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. À toi, Gabriel. Au revoir.